Oyez, oyez, dévoreurs et dévoreuses de mythes et légendes. Ici Charles-Antoine Desgranges et je vous invite à investiguer avec moi les mystères les plus étranges de notre planète. Mythes ou mystères, un balado à écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le mercredi 4 février. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumont au microphone. Contente de vous retrouver, merci d'être des nôtres, que ce soit à la radio, sur l'application audio ou encore sur RDI où nous sommes maintenant diffusés, vous le savez, de 5h30 à 6h. Si vous nous découvrez tôt le matin sur le réseau de l'information, bienvenue dans notre studio, le studio 21 de la Maison de Radio-Canada à Montréal. On va faire le tour des plus récents développements dans l'actualité. Un élément qui a beaucoup retenu l'attention et qui risque encore de retenir l'attention aujourd'hui, c'est la fonderie Horn. La fonderie Horn qui, hier, a fait savoir donc que les investissements pour la réduction des émissions polluantes, c'est pas certain que la compagnie ait de l'avant avec ça, continue à faire les investissements nécessaires, laisse planer des possibilités de fermeture. Et ce matin, dans les journaux, dans plusieurs quotidiens, Glencore, propriétaire donc de la fonderie Horn notamment, affiche une page de publicité. Au Québec, l'avenir du cuivre ne tient qu'à un fil. Le gouvernement doit agir, faute de quoi nos opérations sont sur une voie pouvant mener à une fermeture compromettant l'ensemble du cuivre et de l'autonomie industrielle au Québec. Donc, pleine page de publicité, notamment Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la presse également. Donc, ça risque, ce dossier-là, d'alimenter l'actualité encore aujourd'hui. Et Jean-Philippe Robillard va venir nous présenter les derniers développements quant à l'avenir, justement, de cette fonderie de Glencore et de cette fonderie Horn qui est située à Rouyn-Noranda. Pour tout de suite, l'équipe est avec moi autour de la table. Marie-Michel Bordua aux actualités culturelles. Bonjour. Bonjour. Jean-François Paradis au sport. Salut Jean-François. Bonjour, bonjour. Et Véronique Méran à la météo. Bonjour Véronique. Bonjour, on va se parler ensemble, Marie-Michel, plus tard à la culture, des chiffres que l'on a eus sur la fréquentation des salles de cinéma au Québec. C'est pas nécessairement une bonne année qui s'est terminée en 2025. Ouais, je dirais peut-être même une année à oublier. Ouais. Là, c'est les pires chiffres en près de 10 ans, en excluant la pandémie. Il n'y a que 2 films québécois qui ont dépassé le cap du million. On va y revenir donc un peu plus tard, des chiffres qui ont été dévoilés hier en fin de journée. À la météo, Véronique, qu'est-ce qui nous attend pour la journée d'aujourd'hui? C'est pas si froid que ça aujourd'hui, Non, quand même confortable. Moins 6 degrés Montréal ce matin. Le changement du moins 20 ressenti moins 30. Hein? Voilà, il reviendra. Il reviendra au cours du week-end. Soyez patients. Mais bon, je regardais les modèles là, moyens, long terme. Oui, il y aura une autre masse d'air arctique qui va descendre sur le sud, le centre du Québec en fin de semaine. Ce sera d'ailleurs l'épicentre des températures les plus froides. Mais par la suite, là, à partir de la mi-février, vous allez dire statistiquement, c'est sûr que les chiffres jouent pour nous là, quand on est rendu à la mi-février. Mais les températures seront plus près des normales. Donc, les normales aussi qui changent beaucoup. Début février, fin février, on passe de 0 à moins 1, moins 2 degrés. Donc, quand même, on sentira là, que le gros de l'hiver est peut-être derrière nous. Mais d'ici là, on profite quand même d'une journée clémente. Moins 6 degrés au thermomètre ce matin. Ça ne bougera pas énormément. Moins 5, moins 7 en cours de journée. Il y a eu un peu de neige la nuit dernière. 1 centimètre ou 2 à 4 par endroit. Ça, c'est terminé. Il peut rester des flocons tôt ce matin, mais c'est une probabilité de l'ordre de 30-40 là, pour les régions les plus au sud. L'Estrie, Québec, iront chercher 1 centimètre ou 2 et par la suite, le ciel redeviendra un mélange soleil-nuage. Les vents, secteur ouest, 20-40 km à l'heure, donc un peu venteux quand même. La nuit prochaine, ça variera entre moins 12 et moins 14. Il y a d'autres flocons possibles et le ciel se redégagera à nouveau demain au cours de la matinée. Les températures demain seront plus près de moins 7 à moins 9 degrés. On parlait d'un système mieux structuré vers la fin de la semaine, donc de vendredi après-midi jusqu'à samedi midi. 5 à 10 cm de neige possible sur le sud et le centre de la province. Du côté de l'Abitibi, on en aura de la faible neige aujourd'hui. 1 centimètre ou 2, pas grand-chose. Le maximum est de moins 12. Moins 11 pour le Saguenay, généralement nuageux. Tout l'est du Québec aussi, c'est assez nuageux avec éclaircies. Ou encore en mélange soleil-nuage, les températures oscillent entre moins 3, moins 6. On aura des flocons ce soir et demain pour les secteurs les plus à l'est. En territoire ontarien, nuageux sur l'extrême nord, variable au centre. Toronto, Windsor également, sous un ciel variable aujourd'hui, température de l'ordre de moins 5 à moins 6 degrés. Plutôt nuageux avec éclaircies à Ottawa. C'est pas dit qu'il y aura quelques flocons là-dedans, là.
Une probabilité de l'ordre de 40 %, le maximum est de moins 6 également. Dans l'ouest, à Vancouver, un ciel qui deviendra variable. 14, c'est le maximum anticipé. Et dans les prairies, bien, ça se poursuit, cette tendance printanière, essentiellement pour l'Alberta. Edmonton, Calgary, c'est aujourd'hui la journée la plus douce, là, avec des températures 10-15 degrés au-dessus des normales. On ira chercher un maximum de 16 à Calgary cet après-midi, 12 à Edmonton. Plus, je dirais, moins froid sur le sud de la Saskatchewan. On franchit le cap du point de congélation. Il fera 2. Un ciel en mélange soleil-nuage, plutôt nuageux vers le sud du Manitoba, moins 2 degrés. Partout, les vents du sud-ouest sont présents dans les prairies et la tendance au doux temps se maintiendra de ce côté-là encore quelques jours. Donc, douceur dans l'ouest, moins froid sur le sud et le centre du Québec et à nouveau un coup de froid à venir cette fin de semaine. Après la neige, qui nous laissera 5 à 10 en fin de week-end. On va prendre ce petit répit de froid ça fait pendant plaisir, qu'il passe. oui. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Jean-François, pardon, de hockey. Les sénateurs d'Ottawa qui ont perdu hier soir et on est tout près de la pause olympique, là. Hein? Oui, la pause olympique, en fait, ce sera ce soir, après les derniers matchs ce soir. Les sénateurs d'Ottawa qui affrontaient les Hurricanes en Caroline, un revers de 4-3 contre les Hurricanes, une des bonnes formations de la Ligue nationale. Le gardien de but, James Reimer, a accordé 4 buts sur 18 tirs, pas son meilleur match. Tim Stützle a marqué son 27e but de la saison dans le revers. Avec 61 points, les sénateurs se retrouvent à 7 points d'une place en séries éliminatoires. C'était une première défaite après avoir remporté 4 matchs d'affilée. C'était une bonne séquence pour les sénateurs d'Ottawa. Les Maple Leafs se jouaient hier également. Ils ont défait les Oilers d'Edmonton 5-2. Mathias Maccelli a marqué 2 buts pour Toronto. John Tavares a marqué son 20e but de la saison, toujours pour les Leafs. 3e victoire de suite pour Toronto. Les Canadiens jouent ce soir contre les Jets à Winnipeg. Donc, ce seront les derniers matchs dans la Ligue nationale avant les Jeux olympiques. C'est la pause olympique qui s'amorce après. Et à partir de 15h cet après-midi, les équipes de la Ligue nationale ne pourront plus procéder à des mouvements personnels et les joueurs ne pourront plus s'entraîner en équipe non plus. C'est une vraie pause. On va pouvoir reprendre l'entraînement à partir du 17 janvier. Et pour les amateurs, n'ayez crainte, ça va reprendre le 25 février. La saison n'est pas terminée, Mathieu. La saison n'est pas terminée. C'est vrai. Par contre, je lis votre prochaine ligne de lancement. Vous nous parlez des compétitions qui ont commencé aux Jeux olympiques. Est-ce que j'ai manqué la cérémonie d'ouverture? Non. Les gens me disent ça constamment, mais la cérémonie n'est pas passée. La cérémonie, c'est vendredi à 13h30. Et depuis quelques années, lors des Jeux olympiques... commencent avant. On commence avant parce qu'il y a tellement de sport et c'est quand même long. Il y a des séances d'entraînement. Comme en ski alpin, ça commence, en fait, c'est autour de 5h du matin, 5h30. Donc, ça commence avec le ski alpin. Ce seront les descentes d'entraînement aujourd'hui à Bormio. Première descente d'entraînement en ski alpin masculin. C'est une descente aujourd'hui, une descente demain, une descente vendredi, 3e descente. Ça contribue au classement général pour la finale qui va avoir lieu samedi. Donc, on va décerner ses premières médailles à partir de samedi en ski alpin. 4 skieurs canadiens sont de la partie. Cameron Alexander, James Crawford, Brody Seeger et Jeffrey Reed. Alexander a déjà terminé 3e à Bormio et Crawford avait remporté le bronze au combiné alpin à Pékin. C'est reconnu comme une des pistes les plus difficiles au monde. Donc, évidemment, c'est la Stelvio. On est aux Jeux olympiques. C'est le sommet pour tout le monde. Et le favori est le Suisse Marco Odermatt qui domine le classement général du circuit de la Coupe du monde en descente, en géant et au général. Donc, c'est vraiment un skieur illustre, déjà légendaire, Marco Odermatt. Les femmes s'élanceront sur les pistes demain au centre de ski du massif d'Étophane. Également, les entraînements à la luge masculine aujourd'hui et les rondes préliminaires au curling double mixte. La paire canadienne de Jocelyn Peterman et Brett Galland se mesure à l'équipe de la République tchèque. Il y aura du curling tout du long des Jeux. C'est le sport qui sera le plus présent. On commence aujourd'hui et on sera comme ça jusqu'à la fin des Jeux olympiques. En cours de route, on va commencer avec les équipes classiques de curling. Ça sera un petit peu plus tard dans ces Jeux olympiques de Milan. Beaucoup de sport à suivre dans les prochaines semaines. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. Merci. À la une des différents quotidiens de ce matin, en commençant par La Presse Plus, c'est le chroniqueur Patrick Lagacé qui signe un article qui s'intitule « Bientôt dans le pétrin » et qui nous raconte l'histoire d'une femme de 65 ans qui s'appelle Lisette Perron, qui n'est plus admissible étant donné son âge de 65 ans à l'aide sociale. C'est maintenant donc la pension fédérale qui va entrer en ligne de compte, qui va prendre le relais. Mais en même temps, la RAMQ ne va plus lui rembourser son sac de stomie qui est nécessaire
nécessaire donc à son quotidien en raison d'un trouble intestinal et elle se retrouve maintenant avec un manque à gagner de 5 700 $. C'est énorme, évidemment, pour quelqu'un qui a vécu de l'aide sociale et qui maintenant doit se fier au gouvernement fédéral pour la suite. C'est une femme qui a eu un parcours difficile, nous raconte Patrick Lagacé, qui a connu la rue, consommation de drogue, etc., qui a réussi à s'en sortir, qui vit maintenant dans un petit 1,5. C'est chez elle, elle s'implique aussi pour les femmes maintenant qui vivent dans la rue, qui vivent des moments difficiles. Mais voilà que cette situation-là est dénoncée par le chroniqueur. Comment se fait-il que maintenant qu'elle n'est plus sur l'aide sociale, la RAMQ ne paie plus pour son sac de stomie, pour le nécessaire donc à son quotidien. Et malgré les appels à Santé Québec, malgré l'intervention de la députée Manon Massé de Québec solidaire qui est impliquée dans le dossier, rien ne bouge. Donc, article à lire et l'histoire de cette femme qui est à lire dans la presse de ce matin, c'est en une. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on parle de alerte aux fausses factures dans le déneigement. Il y aurait donc, selon le journal, une vague de fraude chez les déneigeurs, des entrepreneurs d'un peu partout au Québec qui croient être victimes d'une mystérieuse fuite de données. Ce sont des entrepreneurs en déneigement, donc un peu partout au Québec, dont les clients reçoivent de fausses factures leur disant qu'il y a un solde à découvert, qu'il faut payer maintenant par virement Interact. Ce serait donc évidemment des fraudeurs qui seraient derrière ça. Une quarantaine de déneigeurs qui ont été touchés. Plusieurs qui sont interrogés par le journal ce matin, qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un vol de données? Est-ce qu'il y a eu une fuite quelque part? Certains disent, je ne comprends pas comment il peut y avoir eu une fuite. Moi, ce sont des contrats là, à la main, à la mitaine que je passe avec mes clients. Mais ça inquiète parce que des gens, effectivement, peuvent se faire avoir. À lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Parlant de fausseté, en une du site de Radio-Canada de ce matin, fausse nouvelle, les partisans du Canadien de Montréal, l'équipe de hockey, qui sont pris pour cible. Au moins 7 pages Facebook désinforment les partisans du tricolore. Ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Donc, ce sont toutes sortes de fausses nouvelles au sujet de joueurs de hockey. On dit, par exemple, que le Centre Bell a engagé des sans-abri pour faire le ménage après les matchs des Canadiens, que le capitaine de l'équipe, Nick Suzuki, sa mère vient de lui mourir dans les bras. Donc, de fausses nouvelles qui qui seraient générées depuis le Vietnam, qui seraient donc propulsées par l'intelligence artificielle. Le but, c'est de créer des pages Facebook, de créer des nouvelles sur lesquelles les gens vont cliquer pour obtenir des revenus publicitaires. Donc, enquête de mon collègue Nicolas De Rosa, c'est à lire en une du site Internet de Radio-Canada. Un mot sur le quotidien Le Soleil ce matin qui nous présente un sondage réalisé par la firme Somme. Quel candidat serait le mieux placé pour succéder à François Legault à la tête de la coalition Avenir Québec? Et comme dans un autre sondage qui était de la firme Léger, si je ne m'abuse, c'est Christine Fréchette qui est en avance. Donc, 30% des répondants au sondage estiment que c'est Christine Fréchette qui est la mieux placée pour succéder à François Legault à la tête de la CAQ. 14% pensent que c'est Bernard Drinville et 15% estiment que ce serait une personne de l'extérieur du parti qui serait le mieux placé. Détail de ce sondage en une du Soleil de ce matin. Dans Le Devoir, on revient sur l'avenir de la fonderie Horn qui est en péril à Rouyn-Noranda. Jean-Philippe va être avec nous dans les prochaines minutes pour nous en parler, faire le point sur ce dossier. Également, une photo de retrouvailles émouvantes de l'Égypte à Gaza, donc des Palestiniens qui étaient en Égypte et qui ont pu traverser par le passage de Rafah et qui ont été en mesure de retrouver leurs proches au cours des dernières heures. Et je termine avec le Globe and Mail qui nous parle de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui demande au premier ministre Carney au fédéral que l'Alberta plutôt ait davantage de poids dans la sélection des juges. La première ministre exhorte Mark Carney à accorder à son gouvernement plus d'influence dans la nomination des juges, invoquant ce qu'elle décrit comme les traditions juridiques distinctes de la province. Le Globe and Mail qui fait aussi sa une avec cette tragédie, donc ces 3 jeunes joueurs de hockey qui sont décédés dans un accident de la route en Alberta. Il en est question en une du Globe de ce matin. Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, revenons-y sur ce dossier de Rouyn-Noranda. Plusieurs inquiétudes, on l'imagine, pour les travailleurs de la fonderie, pour leur famille au lendemain de cette annonce. Faute d'avoir une entente avec Québec, l'entreprise suspend ses projets d'investissement. Ça inclut le projet de réduire l'émission des contaminants dans l'air. Et il y a même une fermeture qui est évoquée par la compagnie. Oui, parce que l'entreprise n'a pas obtenu jusqu'à présent ce qu'elle voulait du gouvernement du Québec, même s'il y a eu des discussions.
Mathieu, et que ça dure depuis plusieurs mois, c'est que pour investir 1 milliard de dollars pour moderniser son usine, là, sa fonderie, dont 300 millions pour réduire les émissions polluantes, dont les émissions d'arsenic dans l'air, vous en avez parlé tantôt. La compagnie demande des garanties au gouvernement du Québec pour assurer la pérennité, l'avenir de la fonderie. Elle demande d'abord, dans un premier temps, un délai de 18 mois pour atteindre la cible d'émissions polluantes que lui a fixé le gouvernement du Québec pour 2027, là, c'est-à-dire atteindre environ 15 nanogrammes par mètre cube. À l'heure actuelle, là, fin décembre, ça tournait autour de 44 nanogrammes par mètre cube d'arsenic. Donc, la compagnie veut aussi avoir des garanties qu'une fois, Mathieu, qu'elle aura réduit ses émissions polluantes, le gouvernement du Québec ne va pas arriver un matin et lui en demander davantage, lui en demander plus. Ce que veut Glencore, ce que veut la compagnie, c'est l'assurance que sa cible va rester supérieure à ce qui est permis ailleurs au Québec à long terme. On écoute Marc Bédard, qui est chef des opérations chez Glencore. Si mars 2027, si on ne trouve pas une solution avec le gouvernement, on va effectivement devoir prendre des décisions difficiles. Donc, la situation actuelle n'est pas définitive. Par contre, on s'enligne vers la voie d'une fermeture, effectivement. Et d'ailleurs, toute une offensive de Glencore, je le disais dans la revue de presse, des pleines pages de publicité dans les quotidiens ce matin où on dit « Au Québec, l'avenir du cuivre ne tient qu'à un fil. Sauvons la fonderie Horn et la raffinerie CCR, donc tous deux propriétés de Glencore. » Donc vraiment, il y a une offensive de la compagnie. Il faut dire qu'une fermeture, ça aurait des impacts économiques très importants, Jean-Philippe. Des impacts économiques importants pour Rouyn-Noranda, pour la ville, bien sûr, mais également pour l'ensemble de la région, de l'Abitibi, parce que c'est un des plus gros employeurs de la région. Vous ne serez pas surpris. Il y a 600 personnes, 600 employés qui travaillent dans cette fonderie. C'est 3 % des employés de Rouyn-Noranda. Ce sont bien sûr, on en parle souvent, des emplois qui sont bien rémunérés, un peu plus de 100 000 $ par année. Il y a également 3 000 emplois indirects, dont certains emplois à Montréal. On estime que les retombées pour l'économie locale, là, Mathieu, c'est chiffré à 235 millions de dollars. Alors, on peut comprendre qu'hier, puis encore ce matin, le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, est déçu de ce qui arrive. Il dit même que sa communauté, dans le fond, a été abandonnée par le gouvernement du Québec. On l'écoute. J'ai vraiment l'impression que ce gouvernement-là manque de courage, qu'il est en fin de régime, il n'y a rien à perdre. Moi, j'ai le sentiment que si cette usine-là était dans le centre, à Montréal, ou ça serait déjà réglé. Alors là, c'est le sentiment qu'on a. On se sent abandonné par à la fois le gouvernement et Glencore. D'ailleurs, depuis, évidemment, il y avait des rumeurs qui circulaient au cours des derniers mois. Ce que dit le syndicat qui représente les travailleurs et les travailleuses de la fonderie Horn, c'est qu'il y a déjà des employés qui ont commencé à quitter parce qu'ils sont préoccupés, parce qu'ils sont inquiets de ce qui va arriver de cette fonderie dont on parle depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Oui, effectivement. On comprend l'angoisse, effectivement, des travailleurs. Réaction du gouvernement Legault? Il y a le premier ministre François Legault, qui est aussi le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, qui a dit dans une déclaration écrite que son gouvernement allait toujours poursuivre l'objectif donc de protéger les emplois et la santé de la population. Il y a également le ministre du Travail, qui est aussi ministre de l'Économie, Jean Boulet, qui a réagi. Il y aura certainement des pourparlers à maintenir avec la fonderie. C'est capital pour cette région-là. C'est des emplois importants. Il faut s'assurer de respecter les impératifs environnementaux, mais on va y aller étape par étape. On verra les prochaines étapes, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. C'est fou comment il y a des affaires qui changent, là, vite, puis d'autres, pas vraiment. Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais c'est exactement ça qui va se passer. La voix de la comédienne Christine Beaulieu que l'on entendait dans L'œil du cyclone. Une 6e saison s'en vient. S'en vient, il sera déposé demain les premiers épisodes sur ici tout.tv Extra. Donc, Christine Beaulieu qui revêtit à nouveau les chandails rayés, les Converse d'Isabelle qui nous revient avec toute sa tribu pour 12 épisodes. Les cocos, comme elle appelle ses jumeaux, ont vraiment les 2 pieds dans l'adolescence dans cette 6e saison avec des répliques du genre « Maman, tu ne comprends pas la charge mentale que j'ai pour pouvoir continuer à
faire des tâches dans son jeu vidéo plutôt que de vider le lave-vaisselle. Ça donne le ton. Ça donne une cloche. Sa grande fille qui se cherche encore, qui cherche surtout une voiture sans vraiment avoir le budget nécessaire. Sa sœur toujours par qui l'excentricité arrive dans cette série. Bon, j'en passe. Et tout ça là, en plein retour aux études pour Isabelle qui cherche à se réorienter. 6e saison entre continuité et nouveauté parce qu'au travers de cette dynamique familiale, des répliques du tac au tac qui fait le charme de la série, il y a un chamboulement qui va venir ajouter là, des moments touchants à cette comédie. 6 épisodes demain. Les 6 autres seront en ligne le 12 février. On parlait au début de l'émission d'une année difficile, 2025, même une année oubliée pour le cinéma québécois. Oui, il a généré ses pires recettes depuis 2016 en excluant la pandémie. C'est un rapport de la firme Cinéac qui nous montre ça. Là. Donc, les films québécois qui ont récolté un peu plus de 10 540 000 $ dans les salles de cinéma. Si on compare avec 2024, c'est presque 2 fois moins. On constate aussi qu'il y a seulement 2 films qui ont passé le cap du million de dollars de recettes en 2025. La comédie Menteuse et Le Conte pour tous, Ma belle-mère est une sorcière. En 2024, c'était 7 films qui avaient dépassé ce cap. Et un concert sur mesure sera diffusé en direct de la maison de Radio-Canada pour donner le coup d'envoi à ces Jeux olympiques d'hiver, on le disait, qui commencent officiellement vendredi là, avec la cérémonie d'ouverture. Oui, c'est le rappeur Fouki qui sera en prestation dans ce spectacle de la série sur mesure animé par Nicolas Ouellette, diffusé donc en direct sur Ici Musique. Spectacle qui sera aussi également présenté devant public. Ceux qui se trouvent près de la maison de Radio-Canada et qui le veulent bien peuvent s'y présenter. Et pour un petit avant-goût c'est tiré de son plus récent album sorti le printemps dernier, Same Same. La semaine, c'est le travail. Le week-end, c'est le chilling. Et la semaine d'après, c'est pareil. C'est dur de briser la routine. Ce que j'aime, ce que t'aimes. Ce que t'aimes, ce que j'aime. Ce que j'aime, ce que t'aimes. Ce que t'aimes. Alors, concert qui sera disponible sur Ici Musique et également la chaîne hip-hop d'Ici Musique sur l'application audio. Ouais, on sent bien l'effervescence de ces Jeux olympiques et de l'ouverture qui arrive à grands pas. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. D'ailleurs, c'est Marie-Michel qui va me remplacer demain. Vous serez à ce micro, effectivement, parce que je serai absent jusqu'à mardi prochain. Conciliation, travail, famille, tournoi de hockey oblige. Donc, Marie-Michel sera là pour les prochains jours. Aujourd'hui, ce qu'on va suivre, évidemment, la fonderie Horn. Il y aura certainement d'autres développements, d'autres réactions. Pour les gens dans la grande région de Montréal, grève des cols bleus. On a beaucoup parlé des nids de poules et de la situation catastrophique sur des artères de la métropole en ce qui a trait aux nids de poules. Donc, moins de travailleurs pour colmater ces nids de poules en raison de cette grève des cols bleus. C'est entre autres ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Vous voulez nous écrire à la une @radio-canada.ca ou encore la bulle de conversation si vous nous écoutez via l'application mobile audio. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée, à mardi. On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada.